Aujourd'hui, nous avons deux intervenants d'Easily, François Barsac qui est le CEO, et puis Jean-Philippe Vergniaud qui est chef de projet chez Easily, et donc qui vont vous Bonjour à tous. expliquer les manières de concevoir un pack batterie, les différentes technologies, et puis pour quelles raisons faire tel ou tel choix par rapport aux besoins que vous aurez par rapport à votre produit. Donc, je laisse la parole maintenant à François et Jean-Philippe. Et donc, pour les questions, vous pourrez les poser via le chat et nous les synthétiserons à la fin de l'intervention. François et Jean-Philippe, c'est à vous. Merci Geoffroy pour cette introduction. Je vais partager mon écran et la présentation d'aujourd'hui. Je me mets en pleine page. Je pense que vous la voyez. Oui. Ok, c'est parfait. Bien, donc on a été présenté, donc pas de commentaires particuliers. Donc moi, François Barsac, j'ai fondé Easily, cofondé Easily, voici maintenant plus de 10 ans. On a fêté notre 10e anniversaire il y a quelques mois. Et donc je vais dérouler en fait ce webinaire avec Jean-Philippe. Donc Jean-Philippe qui est responsable projet chez Easily. Nous sommes tous les deux basés à côté de Poitiers au Futuroscope, enfin du moins sur la zone industrielle du Futuroscope. Le programme de ce webinaire en quelques points, quelques mots sur qu'est-ce qu'on fait. Ensuite, pour se remettre tous à jour, de quoi parle-t-on, qu'est-ce que c'est qu'une batterie lithium-ion. On ne traitera pas tous les sujets aujourd'hui, à chaque fois on pourrait faire un webinaire à soi tout seul, c'est qu'est-ce que c'est qu'une batterie lithium-ion, donc on sera obligé d'aller vite. La thématique d'aujourd'hui, on a souhaité en fait organiser un webinaire aussi concret que possible, donc pas faire de la science pour de la science, mais vous donner quelques axes, quelques critères, guide pour réfléchir à d'éventuels projets que vous pourriez avoir ou que vos clients pourraient avoir en vue de faire des batteries à la fois performantes et compétitives. Les deux sont importants bien évidemment pour tout le monde. La gestion du cycle de vie, et puis comme on l'a dit en démarrage, des questions, une session de questions-réponses via le chat, et on fera un petit sondage, c'est Eric qui reprendra la main en fin de présentation pour faire un petit sondage sur votre appréciation de ce que vous aurez vu et appris et compris durant ce webinaire. Voilà, et puis des conclusions, mais on ira vite là-dessus. Voilà, donc je commence avec Easily, quelques mots. Donc nous, on est une entreprise industrielle, donc créée voici maintenant plus de 10 ans. Donc on conçoit et on fabrique en France. C'est une caractéristique de notre business model. Donc sur un site de production qu'on a, comme je le disais, à côté de Poitiers, donc zone industrielle du Futuroscope, des batteries sur mesure et des systèmes de stockage d'énergie, ça peut être du mobile comme du stationnaire, pour des applications de mobilité électrique urbaine. Donc ça peut être du vélo, ça peut être du scooter, ça peut être du 4 roues, ça peut être du quadricycle, ça peut être du M1 éventuellement dans certains projets sur lesquels on travaille. On est aujourd'hui sur, on va dire, de la basse tension. Notre cœur de métier, on va dire, même si c'est pas un cœur de compétence, mais un cœur de métier, c'est la batterie 48 volts et en dessous, donc 24, 36, 48 volts en général. Et donc pour ces applications de mobilité urbaine, on va appeler ça de micro-mobilité, ça peut être aussi, je veux dire, des applications industrielles dans le domaine de la manutention. Également dans le domaine de la robotique, je dirais, mettrais ça dans une grande famille des équipements autonomes et des systèmes d'énergie embarquée pour ces équipements autonomes. Puis une deuxième activité, peut-être encore plus, je ne sais pas, je veux dire parmi les participants d'aujourd'hui, moins en tout cas dans le cœur de Nextmove, qui est le stockage stationnaire, donc pour la meilleure gestion, en particulier des énergies renouvelables et des énergies solaires, puisqu'on a une gamme de produits chez nous qui s'appelle Storelio, qui s'adresse aux particuliers et qui permet en fait de faire de l'autoconsommation avec stockage chez soi, donc avec des batteries et donc la conversion d'énergie, la régulation solaire, le tout en un. Voilà, donc on est basé à côté de Poitiers, je l'ai dit, une 50aine de personnes. Vous voyez là une photo de notre site. Tout est basé chez nous, donc sur ce site de Poitiers. On a ouvert il y a 1 an et demi maintenant, bientôt 2 ans, une antenne à Milan pour accompagner nos clients, soit clients français qui se développent en Italie, soit clients italiens. Donc on a une équipe qui est basée là-bas.
quelques images donc de nos moyens et de nos hommes aussi et femmes en matière de conception électronique, beaucoup d'électronique chez Easily, de conception mécanique, de tests, de validation, de certification, ou je vous dirais plutôt de pré-certification en vue de certification, on va dire, indépendante dans des laboratoires spécialisés. Production, donc production première monte, je dirais, et une activité qu'on a développée pour le compte de nos clients et qu'on propose aujourd'hui donc de clients qui achètent des batteries en première monte, des batteries Easily, mais qu'on est aujourd'hui en mesure d'offrir pour des clients et des batteries qui ne sont pas les nôtres, donc de ce qu'on appelle le maintien en condition opérationnelle, en particulier dans les applications industrielles un peu rudes, dans lesquelles on a besoin de remettre à niveau des batteries qui sont, c'est souvent des problématiques de mécanique qui peuvent être un petit peu endommagées par des usages rudes. Voilà, donc quelques photos de notre atelier et de nos hommes et femmes. Il y a plus de femmes chez Easily que d'hommes, donc de façon générale, à la fois dans les bureaux et à la fois dans l'atelier. Donc on fait plus que respecter, je veux dire, la règle. Voilà. Qu'est-ce qu'une batterie lithium-ion? Premier chapitre, on va dire, de ce webinaire. Alors, c'est pas ce que vous voyez à l'écran, c'est là on voit une cellule, mais donc une batterie lithium-ion, pour qu'on soit tous au même niveau de compréhension pour ce qui va suivre. C'est un système dans lequel, évidemment, il y a des cellules, donc des éléments, selon la version française ou plutôt anglaise, donc des cellules lithium-ion, que nous on ne fabrique pas chez Easily. Alors, vous avez peut-être tous en tête les projets de Gigafactory qui sont en train de se monter en Europe, en France et en Europe. Il y a des annonces, je dirais pas toutes les semaines, mais presque. La dernière en date est celle de Renault, avec Envision et puis également avec Verkor. Voilà, mais il y en a d'autres avec PSA et Total. Ça c'est pour, je dirais, pour les Français. Et puis il se passe plein de choses. Il y a évidemment en Europe du Nord, beaucoup en Allemagne et dans les pays scandinaves. Également en Europe du Sud, Italie, Espagne, tout le monde a ça ou ces Gigafactory, dans lesquels, en fait, à terme, le terme étant maintenant relativement proche, on va pouvoir sourcer depuis l'Europe des cellules pour faire ces systèmes batteries qu'on voit donc à l'écran, cellules qui sont pour l'instant en très grande majorité issues de production asiatique. La Chine, qui n'était pas le numéro 1, mais qui est devenu le numéro 1 avec un énorme investissement industriel pour le marché local et puis ensuite pour l'exportation. Chine, Corée, Japon, qui sont les trois marchés qui doivent représenter aujourd'hui plus de 90%, 95% de la production mondiale de cellules, ce qui pose certains soucis ou problématiques d'indépendance, vis-à-vis d'indépendance industrielle. Donc ces cellules, donc nous chez Easily on n'est pas fabricant de cellules, on les source aujourd'hui en Asie, donc beaucoup Corée pour nous, et puis un petit peu Chine aussi, ces assemblages, donc dans lesquels on va trouver de la mécanique, de la gestion thermique, de l'électronique. Donc on voit ici sur ce schéma un BMS, donc Battery Management System, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Donc là c'est une batterie qu'on fabrique pour le monde du karting. C'est une batterie 48 volts de puissance, 1,5 kWh, plus de 5 kW de décharge et de charge d'ailleurs continue, des courants qui sont assez... donc une batterie 48 volts, 5 kW, donc vous pouvez faire le calcul de ce que ça veut dire en termes d'ampérage, c'est assez viril, on va dire, comme batterie. Des problématiques de thermique qu'il a fallu gérer. Voilà, donc ça c'est typiquement, et c'est un objet qui fait une vingtaine de kilos et qui se monte par deux sur du kart électrique on va dire, à haute performance. Donc on retrouve en fait, et ce schéma finalement, on a pris un schéma typique Easily, mais on va le retrouver dans l'automobile, on va le retrouver dans toutes les applications. C'est toujours ce type d'assemblage qu'on retrouve. Je passe, voilà. On ne va pas rentrer dans le détail du tableau parce que là on pourrait y passer un petit peu de temps. Simplement garder en tête, peut-être dans les questions-réponses, on parlera des nouvelles technologies dont on parle de plus en plus, mais aujourd'hui de façon concrète et commerciale, il y a deux grandes familles de technologies lithium-ion qui se partagent le marché. Technologie première d'oxyde métallique lithié, donc NMCA, donc nickel, manganèse, cobalt, aluminium, en proportion variable.
Parfois pas du tout de l'un et que de l'autre. Hein. On peut avoir des NMC sans aluminium. On entend de plus en plus parler de nouvelles technologies où on réduit la quantité de cobalt pour pouvoir satisfaire et rassurer, je veux dire, sur l'origine et l'éthicité, on va dire, de cobalt qu'on utilise dans les batteries. Les 2/3 de la production mondiale sont en République démocratique du Congo, dans des mines qui peuvent éventuellement être des mines artisanales et qui ne sont pas, je veux dire, qui sont pas compatibles en fait avec les niveaux de responsabilité sociale des marchés d'application. Donc première famille, pour faire simple en fait des tensions aux bornes des technologies NMCA entre 3,6 et 3,7 volts en moyenne, hein, et puis évidemment en fin de charge on est plus haut, en fin de décharge on est plus bas. Et puis deuxième technologie, donc de phosphate de métal lithié, c'est essentiellement du fer ou des composés à base de fer, donc lithium fer phosphate, ou LiFePO4 si on veut être dans la formulation chimique, technologie qui elle pour le coup n'utilise pas de cobalt, qui a une tension aux bornes plus faible de 3,2 volts moyen, qui procure pas mal d'avantages en fait en matière de cyclabilité. On est sur toutes choses égales par ailleurs sur des performances de durée de vie en cyclage qui sont plus intéressantes qu'en MCA, même si l'automobile a fait beaucoup progresser les technologies NMC. Un avantage également, mais qu'on ne met pas nous en avant parce qu'on pense que la sécurité, je n'ai pas fait de slide spécifique sur la sécurité, mais on pourra en parler, elle se gère aussi bien en technologie, on va dire NMC, NMCA qu'en technologie LFP. Les emballements, une batterie qui brûle, c'est une batterie qui brûle, hein, il y a la même quantité d'énergie dedans, donc de toute façon, je veux dire, à la fin, ça se termine de la même manière. Les points d'emballement thermique, en effet, sont différents entre le NMC et le LFP, mais avec des gros un handicap sérieux quand même pour le LFP qui est la densité d'énergie. Au niveau cellule, on va se trouver entre 110, 120, 130 Wh par kilo pour une cellule LFP, alors qu'on va être à 230, 250 Wh par kilo, donc un facteur 2. On verra ensuite que ça ne se répercute pas sous forme d'un facteur 2 au niveau de la batterie, puisqu'on a des poids fixes et des volumes fixes au niveau de la batterie, mais on a quand même des batteries qui sont lourdes en LFP et qui, disons, handicapent un certain nombre d'applications. Quand on cherche du poids et du volume, on cherche toujours du poids et du volume, on le verra ensuite dans les exemples, le NMC reste quand même, ou NMCA reste une technologie de choix. Voilà, les deux vont continuer à rester, je dirais, y compris dans l'automobile, hein, qui est aujourd'hui très NMC ou NMCA, on voit aujourd'hui, il y a des annonces qui ont été faites récemment, je pense à Renault avec la R5 électrique, d'utiliser des technologies LFP, malgré, ils le disent, Renault le dit très bien, je veux dire, malgré ces sujets de poids hein, qui sont handicapants. Donc les cellules dont on parle, à l'intérieur, je dirais, les chimies peuvent être les mêmes d'une cellule à l'autre, hein, donc format cylindrique. C'est historiquement le format qui s'est développé parce qu'on vient de la pile rechargeable. Ça a été du nickel-cadmium, ensuite ça a été du nickel-métal-hydrure, et ensuite ça a été du lithium-ion. On est resté sur ces formats cylindriques. Les premiers ordinateurs portables, peut-être encore quelques-uns qui tournent, il y en a de moins en moins, utilisaient en fait des cellules cylindriques lithium-ion. Le prismatique qui s'est beaucoup développé avec les applications automobiles, capacité en général, capacité de stockage, donc d'énergie plus importante, hein, une cellule cylindrique, on va être à quelques ampères-heure de capacité de stockage. Prismatique, on va pouvoir monter très simplement, on va dire, sur du 50 ampères-heure, sur du 100 ampères-heure, et donc d'avoir des batteries plus grosses avec quand même moins de cellules, même si on peut avoir en tête le cas Tesla. Tesla a fait le pari, en fait, il y a un certain temps, d'utiliser des milliers de cellules cylindriques pour faire ces batteries de Tesla, alors que les autres constructeurs, et je dirais la tendance générale en fait, de l'automobile, c'était d'utiliser des formats prismatiques, donc enveloppe rigide, en acier ou en aluminium. Et puis il y a à gauche
alors je l'ai appelé poche pour faire, voilà, en version française, donc cellule pouch, qui sont utilisées dans l'automobile, qui sont utilisées dans l'électronique portable, hein, bon, dans beaucoup de PC, qui ont le mérite d'avoir des batteries qui sont très très fines, qu'on appelle aussi LiPo, hein, lithium polymère. Gardons en tête que lithium polymère, c'est pas une technologie, c'est pas une électrochimie. Une batterie lithium polymère, c'est les mêmes phénomènes, on va dire, électrochimiques que dans les autres cellules. C'est juste l'enveloppe qui change, avec une feuille d'aluminium plutôt que des cellules rigides. Voilà. Donc à la base, il y a tout ça, et 95% de la production, encore aujourd'hui, fabriquée en Asie. Deux notions, parce que c'est important de le garder en tête, la température et la profondeur de décharge, hein, quand on parle de durée de vie de batterie. À gauche, j'ai pris le schéma là c'est une source américaine. Gardons en tête un ratio, alors on peut discuter sur le ratio, mais l'ordre de grandeur est bon. Quand on augmente la température moyenne d'une batterie, alors c'est pas qu'une batterie lithium-ion d'ailleurs, hein, ça marche avec les autres chimies. Quand on augmente la température moyenne de 10 degrés, on divise la durée de vie qu'on appelle calendaire, donc finalement le nombre d'années, par 2. Donc c'est d'où l'importance d'éviter les périodes de charge, des périodes de stockage ou de fonctionnement en température, hein, même si les chimies sont faites pour travailler en température, c'est pas le souci, mais n'empêche que je veux dire ça a un impact important. Donc là on prend le cas, vous voyez Phoenix, Arizona, on a une température moyenne autour de 30 degrés, une durée de vie de batterie, si on dit qu'on l'atteint quand on a perdu 25% de sa capacité initiale, c'est du 10 ans. Alors parfois, aux grandes dames de certains constructeurs, je pense aux premières générations de Nissan Leaf qui ont été vendues aux États-Unis, il y a eu pas mal de soucis et de déboires sur les durées de vie qui, dans les pays plutôt au sud des États-Unis, dans les États chauds, qui ont conduit à des reprises sous garantie qui ont coûté assez cher en fait à Nissan. Et puis quand on se met à Minneapolis, donc Minnesota, où on a des températures beaucoup plus faibles, on voit les 75 degrés, les 75% de capacité initiale, on se dit je les atteins peut-être au bout de 20 ans, mais enfin en tout cas voilà, donc je vois bien l'impact de la température. À droite c'est l'impact de la DOD, la depth of discharge, la profondeur de décharge. Gardez en tête que c'est pas un phénomène linéaire. Là, on pourrait se dire si je décharge ma batterie à 40%, plutôt que de la décharger à 80%, je vais faire 2 fois plus de cycles puisque je décharge chaque fois 2 fois moins. En fait, c'est plus que ça. Hein. Si je la décharge à 40 au lieu de la décharger à 80, je suis plutôt entre 3 à 5 fois plus de cycles. Donc j'ai intérêt à faire des micro-cycles ou des cycles peu profonds plutôt que de décharger profondément ma batterie. Là, on est l'ordonnée, hein, c'est une échelle logarithmique, donc il faut se méfier. Hein, non seulement c'est pas une droite, mais voilà, il y a un effet très sensible de la profondeur de décharge. Alors, c'est important de le garder en tête. C'est important de le garder en tête. Voilà. Donc, attendez, je reprends la main. Voilà. Et puis dernier message un peu général, c'est de dire attention, une bonne batterie, c'est la combinaison de 2 choses. Parfois on l'oublie. Une bonne batterie, c'est pas un super BMS sur une chimie pourrie. Parce qu'une chimie qui fonctionne pas bien, elle continuera pas bien fonctionner, même si le BMS est de très bon niveau. C'est vraiment l'association des deux. Et on est quand même sur des technologies qui ne sont pas stabilisées. Donc la chimie, elle évolue, je dirais pas tous les jours, mais il y a énormément de progrès qui sont faits en permanence. Donc on n'est pas sur une commodité. On peut s'imaginer qu'une cellule, parce qu'elles sont toutes la même forme, qu'une cellule A, une cellule B, parce qu'elles ont la même forme, il y en a juste une qui vient pas du même fabricant et qui est moins chère, elle va fonctionner de la même manière. C'est pas vrai. Et on le verra, je veux dire, sur par exemple du vieillissement calendaire, hein, en température ou des performances en puissance. Et puis une électronique, pareil, le BMS, il est très important pour bien gérer sa batterie en termes de sécurité, en termes de durée de vie, en termes d'équilibrage des cellules, mais c'est bien l'association des deux dont il faut tenir compte et pas simplement la partie électronique en se disant la chimie c'est une commodité, c'est pas le cas. Voilà. Voilà pour cette introduction. Je continue, je vois le temps qui passe donc je me dépêche, hein, sur comment concevoir une batterie performante et compétitive. Alors c'est des règles. Là, on souhaite aussi avoir un webinaire où on partage, je dirais, des cas concrets qu'on a vécu, certains qu'on continue à vivre d'ailleurs. Hein, l'histoire n'est pas finie. Qu'est-ce qu'il faut faire? À quoi il faut? Alors voilà, quelles questions faut-il se poser quand on commence un projet dans lequel on intègre une batterie? Le message qu'on fait passer derrière, là, c'est le dimensionnement fait tout. Et que finalement la négociation commerciale qu'on peut avoir avec un fournisseur plutôt qu'un autre
ne va pas changer, je veux dire, fondamentalement, à moins de dégrader fortement les performances de l'objet qu'on achète, de la batterie qu'on achète. Mais la vraie compétitivité, on la gagne au moment de la conception de la batterie. Et ensuite, c'est de la négociation achat, mais on est tous plus ou moins sur les mêmes bases de coûts. Et quand il y a une différence de coût ou de prix de vente d'une batterie, il faut se poser la question derrière, mais d'où vient cette différence de prix techniquement? Il y a une astuce, quoi. Et l'astuce n'est pas forcément souhaitable pour le client final. Donc évidemment, je veux dire, se poser la question de quel volume je dispose et quel est le poids qui est acceptable. Je dis acceptable parce que c'est toujours trop lourd. Donc quelques ordres de grandeur qu'on vous met là, non pas au niveau cellule, mais au niveau système. Alors c'est des systèmes de quelques kilowattheures, de quelques kilowatts. Les batteries plus petites, ce sera différent. Les batteries plus grosses, ce sera différent. Mais gardez en tête que pour une technologie LFP, on est sur des ratios entre une dizaine de kilos par kilowattheure. Pour le LFP, on est en dessous. On a un facteur au niveau système. On a un facteur qui est de l'ordre de 30% de moins, 40% de moins. Donc entre 7 et 12, entre 6 et 9 kilos par kilowattheure. Si je passe densité massique. Et puis on retrouve à peu de choses près, en fait, sachant que c'est beaucoup plus variable en fonction des contraintes des facteurs de forme, ces mêmes valeurs en fait sur le volume disponible, typiquement 7 à 12 litres par kilowattheure pour du LFP et 5 à 9 litres pour des technologies NMC, NMCA. Voilà. Alors une fois qu'on a dit ça, on dit voilà, c'est pas compliqué, moi j'ai X décimètres cubes en fait et ça va bien. Il faut penser aux facteurs de forme. On a vu beaucoup de cas et on va l'illustrer dans lesquels où oui, ça devrait rentrer, sauf que la taille de la cellule, les règles de conception, l'espacement des éléments pour tenir compte des problématiques de sécurité, de thermique, font que, ou le type de cellule, font qu'à la fin, ça ne rentre juste pas. Donc, un super design de batterie qui devrait le faire, en fait, ça ne le fait pas. Donc, bien penser que... Et là, je dirais qu'il n'y a qu'une discussion avec quelqu'un qui vient de la batterie, très vite en fait il faut se positionner, il faut se préoccuper de comment on va assembler ces éléments, comment on va assurer la connectique interbloc éléments, où est-ce qu'on va loger l'électronique, où est-ce qu'on fait sortir les connecteurs, comment se passe le câblage, est-ce qu'on utilise du bus bar, est-ce qu'on utilise des câbles filaires, etc. Tous ces sujets-là, il faut se le poser à grosse maille, mais il faut se le poser rapidement parce que derrière, on a vu des cas où on arrive trop tard en fait et où tout est défini et ça rentre pas quoi. Et il manque parfois quelques millimètres, mais quelques millimètres, ça manque. Peut-être, je te passe la parole. Oui, c'est juste un exemple pour illustrer, parce que c'est exactement ça. On a un client qui est venu vers nous à un certain état d'avancement de son projet, avec ayant dans son esprit déjà réservé la place pour la batterie, un volume plutôt conséquent, mais une fois qu'on commence à designer la batterie en fonction de son besoin, de sa spécification, on s'est rendu compte assez rapidement que la batterie, avec ses contraintes de conception, ses contraintes de réalisation, les performances qui étaient exigées, donc et l'électronique à intégrer, il avait laissé le volume, mais pas la bonne forme. Et donc on impactait très très fortement le design de son véhicule, avec une architecture qui devait faire évoluer et dans une phase du projet où il était quand même dans un état d'avancement où ça compliquait un peu les choses. Et c'est quelque chose qu'on aurait pu anticiper en intervenant dès le début du projet avec lui, en étant consulté au plus tôt finalement, pour voir les impacts et les contraintes nécessaires à l'implantation de la batterie, pour que son architecture en prenne compte dès le début, qu'il ne soit pas modifié en cours de route avec les impacts qu'on peut imaginer en termes de délai de projet et éventuellement de coûts quand on est dans un état d'avancement important. Donc là, c'est un client où on a particulièrement dû revoir même l'architecture de sa voiture. Merci Jean-Philippe. C'est une des contraintes, le facteur de forme. Il y en a d'autres que je te laisse exposer, François. On en parle parce que on pense à la batterie, c'est pas la première chose à laquelle on pense, et c'est dommage d'avoir à tout reprendre ou à reprendre beaucoup de choses pour quelques millimètres qui manquent, quoi. Donc l'autre sujet, c'est l'autonomie.
parce qu'on voilà, on a un idéal d'autonomie, alors ça peut être des kilomètres, ça peut être des heures de fonctionnement, et puis il y a qu'est-ce qui est suffisant, parce que l'autonomie idéale, hein, elle va prendre du poids, elle va prendre du volume, elle va coûter cher. Donc il y a le nice to have et il y a le must have, hein, quelque part. Donc le suffisant, c'est parfois très difficile à identifier dans des phases d'avant-projet. Nous, notre recommandation, c'est ne pas surspécifier et de maqueter rapidement. Si vraiment on n'y arrive pas, hein, on peut travailler sur table, mais de dire finalement, je vais maqueter mon système pour voir vraiment de quoi j'ai besoin et qu'est-ce qui est un petit peu luxueux, un peu de la sécurité que peut-être mon client n'acceptera pas, hein, parce que derrière, il y a aussi un marché final et il y a des concurrents. Et donc, il faut vraiment se positionner au mieux. Comment downsizer une batterie, ou les axes en fait de réflexion à laquelle on peut penser. On illustrera après, hein, Jean-Philippe illustrera par des exemples. La tension, par exemple. Alors, là, on est dans la basse tension chez Easily, mais pourquoi avoir choisi, je veux dire, une chaîne de traction 24 volts qui va conduire à des ampérages significatifs, alors que finalement le 48 volts ferait le job. Alors oui, alors on a toujours l'équipement qui, machin, etc. Oui, mais mon moteur, il fait 24 volts, etc., etc. Donc, réfléchir à des tensions plus élevées. Réfléchir aussi sur qu'est-ce qui est acceptable en termes de gestion de la charge. Est-ce que je peux aller me recharger de façon même partielle de temps en temps? À quelle vitesse est-ce que je peux me recharger? Parce que du coup, j'ai peut-être pas besoin de toute cette autonomie. La charge partielle sur la batterie lithium ne pose aucun souci. On a même vu tout à l'heure que c'est plutôt bien de faire des faibles profondeurs de décharge pour la durée de vie. Donc, toujours se dire, c'est pas une autonomie absolue, mais mon usage, est-ce que je peux me recharger de temps en temps? Je veux dire, même de façon partielle, c'est pas grave. Il y aura peut-être la nuit qui me permettra de me recharger complètement, mais en tout cas de travailler là-dessus. Alors, temps de recharge, on aurait envie de se charger en 5 minutes. Donc d'une part, les chimies qui se chargent en 5 minutes, ça s'appelle plutôt des supercondensateurs et bon, c'est pas tout à fait les volumes et les poids, surtout les volumes d'ailleurs, les volumes acceptables dans les applications mobiles. Gardez en tête que toute chose égale par ailleurs, les chargeurs rapides sont coûteux. Donc bien voir où est-ce qu'on met de la valeur. On peut penser aussi à la charge par induction. La charge par induction, de notre expérience, hein, c'est souvent des sujets qui reviennent. Il faut avoir en tête qu'un chargeur par induction aujourd'hui, sorti des chargeurs de téléphone portable où on est sur quelques watts, dès qu'on adresse des centaines de watts ou des kilowatts, ça coûte cher. Par rapport au prix de la batterie, ça coûte cher, donc il faut l'avoir en tête. C'est des solutions qu'on peut tout à fait intégrer, mais il faut avoir en tête que ça coûte cher. Il y a d'autres alternatives qui peuvent avoir du sens. La première, c'est de se dire, plutôt que de décider de la taille d'une batterie, je vais offrir à mon marché un système modulaire. Donc, le client décidera. Puis moi, ça me permettra d'avoir du retour d'expérience. Donc ça, c'est le premier axe, hein, modularité. Le deuxième axe, c'est de dire, je peux peut-être avoir une batterie chargée pendant qu'une autre se décharge. Et donc, si j'imagine, avec une bonne ergonomie, des batteries amovibles, finalement, mon autonomie de la journée, on va dire, avec une seule batterie, je vais pouvoir l'atteindre en 2 batteries amovibles ou 3 batteries amovibles, chacune étant chargée, je veux dire, au fur et à mesure. Et donc, je résous mon souci et je diminue la taille de ma batterie. Ça, c'est le marché qui le dit souvent, c'est vos clients, hein, et les clients de vos clients qui sont en mesure de dire, moi, ça me va mieux de fonctionner comme ça, je sais fonctionner comme ça, parce que bon, mon équipement, il sera quand même beaucoup moins cher à l'achat, quoi. Où il sera moins volumineux, il sera plus mobile, il sera plus maniable. Donc ça m'intéresse. Voilà. Illustration, Jean-Philippe, sur ce sujet? Bah oui, typiquement, nous avons un client qui a un peu synthétisé qui nous a permis de synthétiser un peu toutes ces préconisations, puisqu'en fait, il est venu vers nous avec une idée préconçue de son besoin, c'est-à-dire que c'était une application sur un chariot, un peu type chariot logistique. Il s'est dit, j'ai besoin d'utiliser toute la journée et je le recharge la nuit, et donc j'ai besoin d'une batterie assez conséquente de 70 ampères. Et puis, au fur et à mesure qu'on a avancé dans les discussions, et notamment quand il s'est rendu compte de ce que c'était qu'une batterie de 70 ampères en termes de volume, en termes de poids, en termes de contraintes, on l'a aidé un peu à réfléchir un peu différemment son besoin, en fait, en mettant l'accent avec lui sur le fait qu'il pouvait peut-être avoir une prestation avec des batteries plus petites,
qui serait tout à fait aussi efficace pour répondre à son besoin. Et on s'est rendu compte en discutant avec lui que finalement son chariot allait être utilisé en équipe, qu'entre deux équipes, on pouvait imaginer faire un changement de batterie, et que pendant qu'une batterie est utilisée, une deuxième pouvait être en charge. Et comme ça, à chaque roulement, eh bien, il avait en fait besoin pas d'une capacité de batterie pour toute sa journée, mais juste d'une capacité de batterie pour une équipe. Et donc en fait, d'une grosse batterie de 70 ampères-heure, on est passé à besoin d'une petite batterie de 20 ampères-heure. Sauf qu'on en met deux, en fait, on en a deux, et qu'on swap en fonction du moment de la journée, en fonction de la fin d'équipe. Et ce qui était pour lui, finalement, c'est quand même quelque chose de plus avantageux en termes d'encombrement, en termes de poids, en termes de contraintes. Sur son chariot, c'était plus du tout le même dimensionnement. Donc en fait, il faut essayer et puis on est là pour vous aider sur ce point-là, sortir un peu peut-être du cadre pour pouvoir prendre du recul sur le besoin réel en termes d'énergie et de capacité de vos batteries. On n'est pas forcément, ne pas voir qu'une charge la nuit, comme disait François tout à l'heure, on peut envisager des charges partielles dans la journée, on peut envisager d'échanger des batteries dans la journée. Finalement, deux petites batteries, c'est pas forcément plus de contraintes qu'une grosse. Et donc, c'est des choses où, voilà, nous, on a du recul, on a de l'expérience pour pouvoir guider un peu guider nos clients sur ce genre de philosophie dans la conception. Et je pense aussi, Jean-Philippe, parce que ce que tu disais, on a le même client en tête. Finalement, il y avait cette contrainte-là, puis l'autre contrainte de combien j'ai besoin vraiment. Et donc aujourd'hui, ce qu'on aurait dû le faire plus tôt d'ailleurs, mais bon, c'est mieux vaut tard que jamais. Il est en train de maqueter en fait avec une batterie commerciale, une batterie qu'il achetée chez un distributeur, pour mesurer de quoi a-t-il vraiment besoin. Parce qu'il y a un moment, le cas d'usage, il l'avait. On finit par se poser plein de questions. Je veux dire, on peut faire des calculs. Il y a un moteur, il y a un écran, il y a, je veux dire, un convertisseur. Donc on fait nos sommes, etc., etc. Mais le moteur ne tourne pas tout le temps, l'écran il n'est pas tout le temps allumé, et puis son niveau de backlight, là, je veux dire, c'est pas forcément le même. Voilà. Et puis au bout du bout, à la fin, on ne sait plus trop de quelle énergie on a besoin, quoi. Donc il y a un moment, c'est pas du temps perdu que de dire je vais faire ça sur table. Dire je m'achète une batterie qui est clairement pas la batterie définitive, mais au moins je sais dire oui, j'ai besoin de tant de kilowattheures par rapport à un cas d'usage. Vas-y, Jean-Philippe. Oui, non, voilà, ça lui permet de valider son besoin en capacité on va dire qu'on a estimé avec lui, mais le cas d'usage pratique, c'est lui qui l'a dans les mains, et donc avec une maquette, il permet de valider quand même cette estimation qu'on a faite, et puis pour aller après dans la solution plus serrée. Alors nous, c'est des choses qu'on fait en fait quand souvent les clients, sont pas nécessairement des électroniciens aguerris, sont pas nécessairement des spécialistes de la batterie. C'est de les aider, par exemple, à instrumenter sur des véhicules. On a la capacité en fait de cette maquette de la faire rouler, et puis de voir, parce qu'il y a des aspects d'énergie, mais il y a des aspects de puissance aussi. On va parler, je veux dire, de pic de puissance au démarrage. Mais le démarrage, ça dure combien de temps? Le pic de courant, c'est combien? Il y a un moment où, oui, il y a la spécification du moteur, il y a la spécification du contrôleur moteur, mais il n'y a rien de mieux quand même que de faire de la manip en réel, pour se dire, parce qu'il y a des impacts, je veux dire, sur le dimensionnement, mais aussi des impacts sur le dimensionnement en puissance du BMS, par exemple. On est parfois surpris, en fait, par les transitoires de courant, c'est qu'à un moment, il faut revenir à la mesure physique. D'une manière ou d'une autre, à un moment, il faut se le prendre. Donc ça, on a cette capacité-là, on a des moyens d'enregistrement en fait mobile. C'est des choses qu'on peut faire, pas systématiquement, mais voilà. Pour nous, c'est important parce que pour nous, dire Easily, mais de façon générale, on sait qu'une batterie sur un équipement représente un coût important, je veux dire une part du coût important, et il faut qu'on trouve une compétitivité idéale sur le marché, ni trop ni trop peu. Et une batterie trop chère, c'est un équipement trop cher, et donc c'est un positionnement marketing de l'équipement qui aura du mal à trouver sa place. Et nous, notre objectif, et c'est la force, je dirais, de notre business model d'industriel, on n'est pas une société d'ingénierie,
on gagne notre vie parce qu'on fabrique des batteries, qu'on les vend. Donc notre objectif, il est partagé avec celui de nos clients, c'est comment on va vous aider à vendre le maximum de véhicules, le maximum d'équipements possible, avec la batterie qui soit la mieux dimensionnée possible et qui donne la meilleure performance possible par rapport au cas d'usage de votre client. Parfois, on voit en fait chez nos clients, quand on parle là je dirais de cahier des charges, c'est le cas d'usage de leurs clients à eux. C'est comment vont-ils utiliser leurs clients, pas eux, mais donc ne pas l'imaginer eux, mais de pouvoir en effet prototyper. Quand on dit maquettage ou prototypage, ça peut être aussi mettre des preuves de concept dans la main de client, hein, si je parle au niveau d'Easily, pour voir comment le client va l'utiliser, parce que c'est lui à la fin qui va avoir la clé, parfois. On va dire, voilà. Donc il faut passer du temps là-dessus, parce que sinon le temps qu'on passe là-dessus au début, c'est du temps qu'on perd pas à la fin. Hein, dire, c'est clairement. Puis dernier message de slide, c'est le prix. Alors je l'ai mis en dernier, mais on aurait pu le mettre en premier. Faire cette rétro-analyse, pas de se dire qu'une batterie, je vais la trouver à n'importe quel prix. Parce que c'est pas vrai, et puis que ça cache parfois des choses, hein, je veux dire, faut se méfier. C'est un marché nouveau et on trouve un peu de tout à tous les prix dans le domaine du stockage d'énergie et de la batterie. C'est quoi le prix de marché de mon marché à moi l'industriel, etc. Mon équipement, je vais le vendre combien? Qu'est-ce qui est objectif et qu'est-ce qui est acceptable pour le marché final? Et de remonter sur quel est le prix objectif acceptable de la batterie, qui est un composant qui peut rapidement être à 30, 40, voire 50%, ça dépend de plein de choses, mais bon, dire que du coût complet de l'équipement, et de se dire, voilà, mon prix target, c'est celui-là. C'est ça ce qu'il faut que je donne. Alors j'ai dit votre fournisseur, mais ça peut être nos fournisseurs, les sociétés avec lesquelles on discute. Il ne faut pas jouer au chat à la souris, ça ne sert pas à grand chose parce que l'expérience montre qu'on perd du temps et que si on a des cas, tu vas en illustrer un, Jean-Philippe, mais si on l'avait su plus tôt, on aurait fait du design to cost, quoi. Je veux dire, plutôt que de se raconter des choses sur une spécification de 20 pages, on serait venu à l'objectif plus vite, parce qu'il y a toujours des solutions pour réduire les coûts. Mais autant le savoir dès le début, quel est le prix objectif, plutôt que de se dire, ça viendra dans un deuxième temps. Ouais, mais on a juste perdu notre temps, là. Je veux dire, c'est pas notre temps, nous, de fournisseurs, on est là pour ça, mais le projet a perdu du temps. Donc, je peux illustrer peut-être, Jean-Philippe, par un cas voilà. Oui, juste un cas dans la mobilité urbaine, un peu classique aujourd'hui. On a un client qui est venu vers nous avec un cahier des charges très, très détaillé, très élaboré, très orienté ingénierie, avec beaucoup de demandes. On avait un certain nombre de feuillets Excel de spécifications. Donc, on a défini un produit en regard de cette spécification avec pas mal de contraintes, notamment en termes de conception mécanique et même de conception électronique d'ailleurs. Et pour arriver à un coût qu'on a partagé évidemment avec lui et faire une proposition, et que notre client se rende compte, oui, mais ce n'était pas du tout compatible avec le coût de marché qu'il pouvait avoir sur son marché, sur sa batterie. On était, je crois, de l'ordre de 30% au-delà du maximum qu'il pouvait tolérer. Alors, du coup, on s'est rendu compte que nous, on avait un peu perdu notre temps de notre côté et lui aussi du sien à attendre que nous élaborions une proposition. Alors que s'il avait partagé d'entrée son prix objectif, on aurait réfléchi la chose complètement différemment, comme le disait François, en faisant plutôt du design to cost et en voyant avec lui quels étaient les éléments de son cahier des charges qui étaient trop dimensionnants en termes de prix, qui étaient trop impactants en termes de prix et qu'il fallait revoir ou amender pour pouvoir être dans son objectif de prix qui lui permettrait de mettre son produit sur le marché à un coût raisonnable et qui lui permettrait de le vendre. Ça, c'est pas faire un produit extrêmement technique, c'est pas forcément que ça. La batterie, c'est aussi il faut la vendre, la batterie derrière. Donc il y a forcément un coût objectif et le plus tôt il est partagé avec nous, le mieux c'est. Ça permet tout de suite de voir éventuellement des problèmes ou des choses à remettre sur la table en termes de spécifications et de besoins. Et j'ajouterais juste un point à ce que disait François, c'est qu'une batterie, un design batterie, une batterie, ça doit être industrialisé aussi. Et il faut avoir en tête qu'une batterie aura des coûts d'industrialisation et de certification, pour faire la transition avec le slide d'après. Et ce n'est pas anodin, c'est-à-dire qu'en général, on compte aux environs d'un coût de 30 000 € pour industrialiser, fabriquer les outillages d'industrialisation de la batterie et la certifier sur un minimum de points. Donc, il faut garder ça à l'esprit.
quand on vient faire une batterie spécifique, répondre à un besoin spécifique, il est très probable qu'on n'ait pas le produit sur étagère et que donc il y aura des coûts d'industrialisation et de certification de la batterie. Il faut se garder ça en tête. Merci Jean-Philippe. Je te continue à te laisser la main sur les. On parlait des exigences réglementaires, donc je voulais juste faire un petit focus rapide sur certains points que tout le monde n'a pas forcément en tête. Les batteries sont marquées CE. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est nous qui déclarons, nous engageons notre responsabilité que le produit que nous mettons sur le marché est réalisé suivant un système qualité, qu'il est conforme aux réglementations en vigueur et qu'il n'est pas dangereux pour ses utilisateurs. Donc, pour ça, ça veut dire qu'on est conforme à un certain nombre de directives. J'en ai cité 2 ici parce que c'est celles qui nous impactent le plus souvent dans le terme de la batterie. Donc, la 2666 qui est relative aux matières dangereuses et à la collecte des batteries, donc François a déjà parlé tout à l'heure et je pense qu'il reviendra dessus après. La 2430 qui est liée à la compatibilité électromagnétique des produits. Et une que je n'ai pas citée ici, mais qui peut nous impacter quand on est sur les produits de basse tension, c'est-à-dire au-delà des 48 volts, la 2435. Et donc, quand nous, on dit qu'on est conforme aux exigences européennes, on s'appuie sur un certain nombre de normes pour pouvoir justifier ça. La plus courante, celle qu'on passe quasiment systématiquement, c'est l'IEC 6233, celle qui est aux batteries. C'est un certain nombre, je ne vais pas rentrer en détail, mais un certain nombre de tests mécaniques, de performance et de tests abusifs qui sont réalisés sur les batteries. Il arrive que cette norme, qui j'ai envie de dire est c'est le minimum, si je puis dire, on la complète avec des exigences liées aux équipements. Donc, il y a l'IEC 1594 dans le vélo. Il peut y avoir aussi dans le stockage stationnaire la 62040. Et on peut avoir de temps en temps, au niveau de la batterie seule, à passer l'IEC 6100, donc la compatibilité électromagnétique. Ça, c'est vraiment plus exceptionnel. En général, la compatibilité électromagnétique, elle est liée à l'environnement aussi de la batterie et à l'application. Et c'est quelque chose qui est plutôt fait au niveau au-dessus, c'est-à-dire batterie dans son environnement. Mais si on peut avoir à le faire, si c'est une batterie qui est vendue, par exemple, comme un produit après-vente, qui peut être vendu directement au client, ne sachant pas exactement comment elle va être utilisée, on doit passer la norme 61000. Un petit focus rapide sur le CE. Après, un autre point qui est très important, c'est le transport des batteries. La batterie, c'est considéré comme du transport de matières dangereuses et donc soumis à l'UN 3480. Donc l'UN 3480, pour simplifier, ça veut dire que les éléments constitutifs de la batterie, donc les cellules lithium-ion dont parlait François tout à l'heure, et la batterie sont conformes à l'UN 38.3 et on a un emballage spécifique. Et aussi, après, des chauffeurs qui sont aptes au transport de matières dangereuses, etc. Et l'UN 38.3, c'est ce qu'on doit passer, c'est un certain nombre de tests qui se rapprochent de l'IEC 6233 dans l'esprit, avec des tests de vibration, des tests de choc, des tests abusifs, température, court-circuit, choses comme ça, qu'on passe systématiquement. Alors, presque systématiquement, il y a une petite exception qui est quand on est sur des petites séries. Quand on est on reste sur des petites quantités, ça peut arriver sur des projets où on est en phase de test de marché, de choses comme ça. Quand on reste inférieur à 100 unités mises sur le marché, on peut déroger au passage du N38.3. Et il faut garder en tête que quand on va commencer à monter en volume de production, il faudra passer cette certification. Et puis un autre point qui est sur les batteries de petite capacité, inférieures à 100 Wh. Si elles sont conformes, elles ont été validées conformes à l'UN 38.3 et emballées selon les règles de l'UN 3480, elles peuvent être transportées par n'importe qui, on n'est plus dans le cadre des matières dangereuses. À condition, bien sûr, comme je le disais, qu'elles soient conformes à l'UN 38.3 et emballées comme il se doit. Un dernier petit point sur l'homologation des véhicules du segment M et N, donc type Renault Zoé par exemple, où ces véhicules-là sont soumis au règlement de la sécurité électrique qui est le R100, révision 2 maintenant, qui a ajouté pas mal de tests, notamment pour les batteries de résistance au feu, de résistance à l'écrasement, et c'est des contraintes assez fortes au niveau de la conception des batteries, donc à prendre en compte, ou plutôt quand on s'adresse à ce genre de véhicule.
Aujourd'hui, sur le segment L, donc inférieur, les quadricycles, on n'est pas soumis au R100 révision 2. C'est plus léger. Maintenant, il y a quelque chose de très voisin qui est en train d'arriver, qui est le R136, et qui va peut-être aussi sur ces segments-là rendre la conception des batteries un peu plus costaud, on va dire, en termes mécaniques et de résistance au feu, qui sont les deux choses les plus contraignantes. Et ce R100 révision 2, on le retrouve aussi dans les applications de conversion thermique électrique, hein, de rétrofit, puisque oui. Si on électrifie, on va dire, un véhicule de tourisme segment M, on retombe sous le coup, si j'ose dire, de cette réglementation. Oui. Un message sur le titre, je regarde le temps qui passe, là, on va se dépêcher. Oui. Le juste nécessaire, donc il ne faut pas en faire trop. Mais on n'est pas hors la loi, hein, mais c'est bien réfléchir le juste nécessaire, mais tout le nécessaire. C'est-à-dire que parfois, on est dans des applications nouvelles, c'est pas vraiment réglementé, on peut se dire on peut faire un peu ce qu'on veut, dire c'est oui, mais il y a quand même nous on considère ça comme ça en tout cas, je veux dire une responsabilité, ça peut être une responsabilité légale, hein, une responsabilité civile, et parfois des auto-certifications. Ça a été le cas dans l'automobile au début, hein, quand les réglementations ne se mettaient pas en place, et ça continue à être le cas aujourd'hui, c'est de se dire, moi je vais aller plus loin parce que je connais le cas d'usage de mon application et je suis responsable vis-à-vis de mes clients, hein, responsable, y compris responsable légal. Donc tout le nécessaire, parfois, peut aller plus loin que la norme purement obligatoire, parce qu'on connaît bien son cas d'application et qu'on sait qu'on est dans une zone juridique qui n'est pas encore couverte, hein, par le législateur. Et là on va parler d'état de l'art par exemple, hein. C'est le cas par exemple dans certaines applications stationnaires où c'est pas obligatoire mais on le fait, hein. Par exemple je parle de dispositifs de sécurisation sur des conteneurs, etc. Il y a des choses qui sont pas bien normées aujourd'hui, hein, qui le seront dans l'avenir, donc il faut parfois, je veux dire, anticiper des réglementations qui ne sont pas encore rendues obligatoires. Voilà. Notre dernier, attendez voir, je prends la main. Notre dernier point, donc c'est la gestion du cycle de vie, et puis on fera place aux questions ensuite. Le point important, donc Jean-Philippe en a parlé un petit auparavant, donc de la 2006-66, donc qui est la directive batterie, hein, qui est en application depuis 2006, hein, qui impose un certain nombre de choses. Donc c'est une directive européenne, hein, qui a été transcrite dans les droits nationaux, qui impose un certain nombre de choses, dont ce qu'on appelle la responsabilité élargie du producteur, hein, ou du metteur sur le marché, qui est en charge d'assurer en fait la collecte et le recyclage en fin de vie des batteries. Parfois on se dit mais c'est quand même une loi, quoi, je veux dire, elle n'est pas toujours appliquée, donc ça il faut quand même l'avoir en tête. Donc soit de façon par le biais de, ça concerne sans doute personne là dans le webinaire aujourd'hui, par le biais d'organismes type Corepil ou Screlec, mais qui traite plutôt de la batterie dite grand public, hein, donc qui organise, vous avez tous vu en fait des bacs de stockage de batteries à l'entrée de grandes surfaces par exemple, hein, mais c'est plutôt de la pile en fait qu'on cherche à collecter par ces moyens-là. Très vite en fait, compte tenu de la taille, ça commence au vélo électrique, la batterie est considérée comme une batterie industrielle. C'est un vélo, on pourrait dire c'est pas vraiment industriel, mais bon c'est comme ça. Et à ce moment-là, il faut avoir une démarche volontaire. Ça peut être par le biais de consortiums, de distributeurs ou de fabricants, hein, qui se mettent ensemble pour signer et mettre en place un contrat de collecte et de recyclage auprès d'un organisme. Ça existe avec Corepil par exemple dans le domaine du vélo. Soit on le fait de façon individuelle, c'est tout à fait légal, mais il faut être déclaré, hein. Donc en France, c'est l'ADEME qui gère en fait ces déclarations, avec une obligation en fait de déclaration de mise sur le marché en poids chaque année. On déclare combien de poids de batterie on a mis sur le marché et combien de poids de batterie on a collecté et recyclé. Donc ça, c'est une obligation légale. Alors ça, c'était la directive qui date maintenant un petit peu. Il a été annoncé à la fin de l'année dernière, au niveau de la Commission européenne, enfin du Parlement européen, de la refonte lourde, hein, de cette directive batterie, dans un objectif c'est le titre, hein, du slide, donc de durabilité, d'économie circulaire et de zéro impact climatique, avec un certain nombre d'exigences qui sont en cours de discussion, de réalisation d'ACV, hein, donc d'analyse de cycle de vie,
de détermination en fait de l'empreinte carbone des batteries, de seuils minimaux qui seront mis en place et qui seront relevés au fil des ans en fonction des objectifs atteints par l'industrie. Donc ça, c'est une première chose. Les ACV, ça fait parler beaucoup. Enfin, le secteur de la batterie, il y a beaucoup de discussions actuellement, je veux dire, dans ce domaine. Le deuxième point qu'on a relevé, il y en a pas mal d'autres, c'est la traçabilité je dirais, du berceau à la tombe, avec un passeport électronique qui assurera en fait la traçabilité tout au long de la vie. Également des seuils dans une logique d'économie circulaire, des seuils minimaux de performance et de durée de vie, des méthodologies d'éco-conception pour que les batteries soient facilement réparables, démontables pour séparer en fin de vie, je veux dire, les différents constituants, qu'elles soient réutilisables, le reuse en fait et le repurpose, donc le reuse réutilisé dans une même application, repurpose donc transformable, on parle là de la deuxième vie. Donc tout ça, c'est des choses qui sont en cours de discussion, et puis également des derniers points sur des taux de collecte, de recyclage et de réutilisation des matières premières. Ce qui veut dire en fait, quand on écrit là, tenez-vous prêt, c'est même si les premières applications devraient voir le jour l'année prochaine, et elles ne couvriront pas tous ces sujets de façon très stricte, n'empêche que une conception de batterie, ça peut durer longtemps, et autant s'en préoccuper dès maintenant. Aujourd'hui, concevoir une batterie, par exemple, qui serait noyée dans du silicone parce que c'est pas mal pour je ne sais quelle raison d'ailleurs, c'est pas des choses du tout qu'on fait chez nous. Pensez que vous risquez d'être hors la loi d'ici quelques années et que ce serait quand même assez embêtant, une fois que vous avez fait tout le travail de conception, de certification et de mise en production, d'avoir à repenser tout ça. Donc nous, c'est quelque chose qu'on suit très, très attentivement. Je vous ai mis le lien vers une association de laquelle on est membre qui s'appelle Recharge, qui regroupe en fait les acteurs de la batterie en Europe et qui travaille sur ces sujets en fait de fin de vie, de deuxième vie, et de collecte et de recyclage. Vous trouverez plein d'informations sur le sujet et vous pourrez vous tenir à jour de ce qui se passe dans ce domaine. Voilà. Ce slide termine notre présentation. Je crois que je redonne la main à Eric pour un petit sondage. Tout à fait. On va vous poser une petite question sur vos projets batterie. Alors, on a une petite application pour ça qui s'appelle Slido. Donc, il suffit pour ceux qui le peuvent, d'ouvrir votre navigateur, de taper slido.com et de rentrer le code que vous voyez à l'écran. Donc, on va attendre une petite seconde que vous puissiez avoir le temps de vous connecter. Les infos seront toujours disponibles. Je vais vous lancer donc cette première question. Est-ce que parmi nos participants, est-ce que vous avez un projet batterie à court ou moyen terme? On va attendre que tout le monde puisse se connecter et voter. Donc, on va attendre un petit peu, attendre quelques votes. On voit le compteur qui augmente. Hop. Moi, je trouve que c'est ce qu'on devrait faire pour les élections. Je veux dire, c'est un côté ludique. Oui, c'est un côté très ludique et qui donne. Quand on parle de taux de participation, n'hésitez pas. Voilà, tu vois bien les candidats en temps réel, je veux dire, se déplacer sur le. On va pas faire de politique. Oh non, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, en tout cas. Non. Alors, c'est quand même. On voit bien que c'est du 50-50. Si cela n'augmente plus, je vais. Si ça augmente encore. Parfait pour la participation. Merci beaucoup. Étant donné que nous sommes 26 désormais en ligne, je pense que, écoutez, on va pouvoir le clôturer. Donc, c'est vraiment, oui, c'est du 50-50. Oui ou l'on ne sait pas encore. Et du coup, je vais laisser, peut-être Geoffroy, tu récupérer des questions auxquelles on pourra répondre. Oui, alors il y a quelques questions qui ont été posées, alors notamment une question sur l'ordre de grandeur du coût d'une certification d'une batterie 48 volts et combien de temps est-ce qu'il faut prévoir? Alors sur une batterie 48 volts, on fait appel à des laboratoires qui sont habilités à délivrer cette certification. Donc, il faut compter de l'ordre de 10 à 12 000 € pour certifier une batterie.
plus un certain nombre de batteries qu'il va falloir fournir pour réaliser la certification. Donc en général, c'est voilà, 10 à 12 000 euros plus environ 8 batteries en général à fournir. Donc c'est pas un coût négligeable. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il fallait avoir en tête que l'industrialisation d'une batterie, il y avait un coût associé, ce coût de certification, et ça je parle, là quand je donne ce prix-là, c'est pour l'UN 38.3 par exemple. Alors quand on groupe un certain nombre de certifications dans le même laboratoire, on ne fait pas ce coût-là fois le nombre de certifications, on arrive à diminuer les coûts. Mais voilà, c'est un ordre de grandeur qu'il faut avoir. J'ai répondu à la question suffisamment. Je pense, oui. Quand pourrait être applicable la R136 et quel pourrait être le coût de cette homologation? Alors, c'est trop tôt, enfin pour le dire, nous on a consulté en fait l'UTAC, je crois que dans les participants il y a peut-être quelqu'un de l'UTAC, dans le cadre d'un projet spécifique pour nous et qui justement allait vers le segment L. Le règlement R136 existe aujourd'hui, il n'était pas encore applicable en France pour l'homologation, par contre la question a été soulevée et on n'avait pas, en tout cas ça date du mois dernier, on n'avait pas encore la date d'application. Donc je ne saurais pas vous répondre encore exactement, mais je pense que la conception d'un nouveau véhicule aujourd'hui, il n'est pas forcément idiot de se caler sur ce règlement. Il va arriver. C'est quasiment incontournable. Maintenant, le coût, je ne sais pas répondre encore aujourd'hui. C'est trop tôt sur le coût de cette certification. Ce sera moins cher, on pourrait dire, ce sera moins cher que la R100. Normalement. Probablement. Mais voilà, il y a quand même pas mal de choses. La résistance au feu et la résistance mécanique sont costauds. Ensuite, j'ai trois questions en une. Alors, une question sur la confiance vis-à-vis des fabricants chinois pour les cellules. Une autre sur le recyclage des batteries. Est-ce qu'un recyclage propre est possible? Et puis, pour finir, est-ce que vous croyez en l'avenir des batteries sodium-ion? Alors, je peux commencer. Je vais peut-être laisser François. Tu peux répondre aussi. Donc, les Chinois, disons que il y a les plus grands, les leaders mondiaux aujourd'hui de l'électrochimie, c'est les Chinois. Donc, comme dans tous les secteurs industriels, il y a des Chinois qui sont au meilleur niveau et qui se comparent aux plus grands internationaux, et puis il y en a d'autres qui sont juste pas fréquentables. Donc, je dirais la prudence est de mise. Ce qu'on constate aujourd'hui du fait de la crise Covid, c'est pas que pour les batteries, mais ça touche aussi les batteries. C'est des problématiques de difficulté d'approvisionnement, avec des délais qui s'allongent et des prix qui augmentent. Donc, ils nous ont poussé, nous, déjà, il y a un certain temps, des choses qu'on faisait déjà, mais qu'on a encore amplifié, à développer, en fait, du sourcing ailleurs que chez que chez ceux auxquels on pense tout de suite quand on pense batterie, hein, c'est LG Chem, c'est Samsung SDI, c'est Murata Sony, c'est Panasonic, donc ça les Japonais, les Coréens. Oui, mais enfin quand ils livrent plus, je veux dire comment on fait quoi. Et il y a de très bons Chinois qui ont des produits complètement équivalents. À des prix d'ailleurs qui sont équivalents, hein, du coup. C'est pas, on fait plus, on va pas en Chine pour faire des affaires. En revanche, en effet, il faut avoir un audit industriel qui soit sérieux, hein, parce que quand même, voilà. Et puis nous, ce qu'on refait aussi, c'est on a des bancs de test ici de qualification en fait de cellules, hein, bancs de cyclage, enceinte climatique, etc. C'est quand même de vérifier que tous les paramètres, hein, sont bons, et que du coup, si on sélectionne bien, on peut avoir tout à fait confiance dans les fournisseurs chinois on va dire de rang 1, de premier niveau, on va dire dans le top 5 des fabricants chinois. Mais en effet, sinon, il y a des gens qui sont juste infréquentables, hein, c'est sûr. Ça, c'était la première question. La deuxième question sur le recyclage, je crois. Donc, les procédés, en fait, évoluent beaucoup. En particulier en matière de revalorisation des matières premières, hein, parce qu'aujourd'hui le recyclage, encore trop des batteries lithium-ion, alors ça ne se termine pas dans la nature, mais on a du mal à réutiliser les matériaux, les métaux de base pour refaire des batteries. Aujourd'hui les technologies existent, hein, donc après il faut que les volumes se mettent en place.
bien souvent, comme dans d'autres domaines, la problématique du recyclage, c'est pas le recyclage, c'est la collecte en fait, qui pose souci plus que le recyclage en tant que tel. Mais des gens, enfin voilà, je veux dire, je pense à un grand leader européen qui travaille depuis très longtemps sur ce sujet, qui s'appelle Umicore, un belge, qui a mis au point des procédés pyrométallurgiques et hydrométallurgiques qui fonctionnent très bien. Alors, mais il n'y a pas que. Je trouve que je les ai en tête là, au moment où je parle, mais il n'y a pas que. Troisième point, rapidement, je veux dire sur le sodium-ion. Alors c'est une technologie qui est investiguée au niveau international et en particulier en France. Donc je pense à Tiamat. C'est une technologie qui ne remplacera pas toutes les applications lithium-ion à notre avis, qui a beaucoup d'avantages en matière de puissance, donc de vitesse de charge et de décharge, qui a des avantages en matière de fonctionnement à 0 volt, c'est-à-dire qu'en fait, quand on prend une cellule lithium-ion traditionnelle, on va dire, et elle s'auto-décharge complètement, ou elle est complètement auto-déchargée, c'est problématique parce qu'on va avoir des phénomènes d'endommagement irréversibles en fait au niveau de la batterie, voire possiblement des problématiques de sécurité. Le sodium-ion, il n'est pas comme ça, donc ça veut dire qu'on peut le faire voyager à 0 volt, ou qu'on peut le laisser se décharger, je veux dire, jusqu'à 0 volt, sans endommager en fait cette capacité. Et du coup, en termes de sécurité intrinsèque, on va dire, c'est quand même très intéressant. Donc ça, c'est le deuxième point. Troisième point, c'est un point qui est mis en avant par les défenseurs, on va dire, et les porteurs de cette technologie. C'est le sodium, il est très largement diffusé sur la planète. C'est le sel de mer, NaCl, beaucoup plus que le lithium, qui lui aussi est diffusé, mais à moindre échelle. Et du coup, c'est une indépendance matériaux, une indépendance stratégique qui pourrait être donnée, je veux dire, à l'industrie européenne de la batterie. Donc c'est pas une technologie qui va tout révolutionner, mais c'est une technologie qui va trouver sa place dans des applications plutôt, alors si on parle de véhicules électriques, mais plutôt sur de l'hybridation que sur du tout électrique, compte tenu de densités d'énergie qui sont quand même plus faibles que les densités d'énergie lithium-ion d'aujourd'hui, en fait, commerciales. Merci. Alors, je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Moi, j'en ai une sur la technologie LFP. Donc, vous disiez dans la présentation que pour préserver la durée de vie et en tout cas avoir le maximum de tenue en cyclage, il valait mieux faire de petits cycles. Est-ce qu'il y a une différence justement de ce point de vue-là entre les LFP et les NMC? Non, elles se comportent de la même manière. Non, elles se comportent de la même manière. Voilà, je pense que voilà. Après, on peut. Voilà, les avantages et les inconvénients, on en a parlé tout à l'heure, mais ils sont, je dirais, ces capacités de charge. Le LFP a une capacité en puissance qui est plus importante, toute chose égale par ailleurs, c'est toujours la même histoire. Donc en fait, pour des applications de puissance où on cherche beaucoup de cycles, et typiquement, je parlais de notre application karting tout à l'heure. C'est le cycle typique d'un kart sur un circuit commercial, c'est 10 minutes à fond sur le circuit, 10 minutes à fond en recharge, et on recommence comme ça, je veux dire, je dirais pas H24, mais pas loin. Et ce qu'on cherche, c'est évidemment, je veux dire, de la durée de vie, et utiliser une technologie NMC sur ce type d'application, ça va être compliqué. Forte puissance, beaucoup de cycles. Alors évidemment, il y a le poids, mais on gagne tellement déjà par rapport à une batterie au plomb. C'est des choses qu'on n'a pas dites, mais c'est vrai que dans la mobilité, le plomb, c'est les débuts du véhicule électrique à la fin du 19e siècle, c'est la jamais contente, etc. On a quand même un petit peu oublié le plomb pour les applications de mobilité électrique. Pas tant pour le vélo, parce qu'on a vu des vélos, les premiers vélos électriques étaient avec des batteries au plomb. Je pense qu'il n'en reste plus, mais il y en a eu. Mais voilà, donc le LFP, certes, il est plus lourd, plus encombrant que le NMC, mais en revanche, c'est tellement mieux par rapport au plomb. Donc, on trouve beaucoup le LFP, par exemple, dans des applications de stationnaire, sur lesquelles on n'a pas de soucis de poids et de soucis de taille. Et en revanche, cette cyclabilité qui est toute chose égale par ailleurs, qui est bonne. Donc, voilà.
Je crois que c'est davantage comme ça qu'il faut le voir. Puis après, il y a d'autres technologies qui sont en train d'être mises à jour. Hein, on n'en a pas parlé, mais s'il n'y a pas de question, je devance la question qui n'est pas posée. Donc que ce soit des technologies lithium tout solide, hein, qui pourraient être, moi je parle encore conditionnel parce que l'expérience montre que entre ce qui se passe très bien, je veux dire en pilote, ça met toujours beaucoup de temps à arriver au niveau industriel et parfois on a des déceptions parce qu'on n'arrive pas à répliquer ce qu'on obtient sur un pilote sur la très grande série. Donc là qui permet en fait, qui serait à horizon sans doute fin de la décennie, qui serait la technologie de remplacement, on va dire, des technologies lithium non traditionnelles, hein, donc lithium tout solide, de façon plus proche, mais sur des applications plus de niche, mais avec des produits qui sont aujourd'hui commerciaux. Je pense au sodium-soufre, au lithium-soufre. Sodium-soufre, c'est encore une autre histoire. Au lithium-soufre, hein, qui présente des densités d'énergie qui sont au-delà de 400 Wh par kilo. Hein. Gardez en tête, le meilleur NMCA aujourd'hui, il est plutôt à 250. Donc c'est intéressant quand on cherche du volume, du poids. Pas trop du volume justement, mais plutôt du poids. En revanche, on n'a pas la cyclabilité qu'on a aujourd'hui atteint sur le NMC, donc lithium-soufre. Tout ça, c'est avec des anodes lithium métallique, hein, non pas, on n'a pas fait d'électrochimie là, mais non pas d'anode graphite. Et puis également des technologies anode silicium, hein, qui présentent aussi des densités d'énergie. On est toujours à la recherche en fait d'une meilleure autonomie par rapport au poids. Donc ça, c'est des technologies qui sont, je dirais, pré-commerciales. C'est un peu compliqué pour l'automobile. Grand volume et poids et prix très serré. Mais c'est des choses qu'on peut regarder en fait au cas par cas pour certaines applications. Donc là, je parle de la mobilité vraiment parce qu'après, il y a d'autres solutions électrochimiques sur des applications stationnaires. Je citais par erreur le sodium-soufre qui est en étude, mais également des technologies redox par exemple, mais qu'on n'imagine pas trop, je veux dire, sur des applications mobiles. C'est un peu de la plomberie, on va dire, hein, avec beaucoup des réservoirs, des cuves, des tuyaux, etc. Je veux dire, donc voilà. Mais donc ça bouge quand même. Ce qu'on peut garder en tête malgré tout, c'est nous, ce qu'on voit, c'est que les technologies lithium-ion dont on a parlé aujourd'hui seront encore là demain, ça c'est une certitude, et seront presque les seuls, hormis quelques cas particuliers, je parlais de niche de marché, pour les 5 à 8 ans qui viennent, parce que c'est très long en fait, hein. Les validations industrielles sont très longues, les montages en capacité de la montée en capacité de production est longue, elle est très coûteuse, hein. On parle c'est des milliards et des milliards d'euros, on le voit au niveau des financements européens aujourd'hui, dans le cas des gigafactories. Donc on est toujours impatient parce que on voudrait les choses tout de suite, mais ça prend toujours plus de temps que le marché voudrait, quoi. Mais ça bouge beaucoup. Et les constructeurs automobiles ont fait énormément, hein. Ça fait longtemps qu'on travaille dans le secteur, hein. Je parlais d'Easy 10 ans, mais moi ça fait 25 ans que je travaille dans le domaine, et ça bouge à la vitesse de ce que permet l'électrochimie, hein. Dans l'électrochimie, il y a électro, mais il y a aussi chimie, donc ces procédés chimiques sont toujours longs, je veux dire, à développer, mais n'empêche, ça bouge énormément, et les constructeurs automobiles là, ont mis un coup de bout par des investissements de recherche et développement considérables. Vraiment un coup d'accélérateur en fait sur la commercialisation, la mise sur le marché de nouvelles technologies. C'est vraiment remarquable depuis, je dirais, une petite dizaine d'années, ce qu'on arrive à voir, qu'on n'imaginait pas forcément en termes. Alors on peut parler de baisse de prix, hein, mais ce qui est vrai, c'est complètement vrai. Modulo quand même, on voit bien, je veux dire, les tensions que peuvent créer des crises comme la crise Covid ou des tensions sur le marché des matières premières. Mais quand même, hein, des tendances fortes de baisse de prix d'un côté, et puis d'augmentation de performance, que ce soit en densité d'énergie. On voit au fil des lancers de nouveaux véhicules électriques, alors l'électrochimie n'est pas la seule responsable, mais aujourd'hui une batterie de 50 kWh sur une voiture, ça fait, voilà, je dirais c'est le standard, c'était inimaginable, hein, je veux dire, il y a 10 ans. C'est à cause des coûts, à cause des densités d'énergie, à cause des capacités de recharge aussi. On n'a pas parlé aujourd'hui des vitesses de recharge, etc. Mais on a fait d'énormes progrès sur de la charge rapide. Donc tout ça, ça se mesure. Le pas de temps, c'est l'année, mais
il se passe énormément de choses et ça va continuer. L'histoire est très très loin d'être finie. Après, pour des applications, je vois le temps qui passe, donc je ne vais pas non plus... Voilà. Mais pour notre sentiment aussi, c'est que ça devient aussi compliqué pour des applications qui ne sont pas d'automobile. Nous, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a un très gros focus, il suffit de regarder la presse, sur ce qui se passe dans le monde de l'automobile, ce qui fait que d'autres industriels, d'autres applications se trouvent un peu délaissés, je veux dire, non seulement par les médias, mais également par les grands fournisseurs. Et je pense que voilà, et ça va. Les tensions, par exemple, qu'on voit sur les approvisionnements de certains formats de cellules, nous on le voit bien. Je veux dire, c'est certains fabricants de cellules, on le focus automobile, et puis des marchés qui ne sont pas des marchés dans des volumes automobiles, ils ne répondent juste pas. Et pourtant, nous, on a des clients qui sont tout à fait respectables, avec des volumes qui sont tout à fait respectables, et qui auront du mal, je veux dire, à se faire entendre. Et donc, nous, on est là pour ça aussi. Je veux dire, je crois que le resourcing et le multisourcing de composants, et en particulier de cellules, c'est quelque chose qui va perdurer après la crise sanitaire dans laquelle on se trouve. Voilà, il faut que tous ces, on va dire, ces marchés qui ne sont pas les gros marchés automobiles puissent continuer à avoir leur source d'approvisionnement. Et je crois que c'est pour ça que c'est important, je veux dire, d'avoir des spécialistes de proximité. Donc, on n'est pas tout seul sur le marché, mais je pense qu'on peut apporter une grande aide à des clients de demain qui travaillaient avec, par exemple, des Chinois et qui ont du mal aujourd'hui parce que le Chinois, ça l'intéresse plus, quoi. Il a son marché local, il a le marché de l'automobile et finalement, il pose des conditions commerciales telles que on n'arrive plus à se faire livrer, quoi. Donc, je pense qu'il y a une recomposition du paysage industriel qui va se faire dans les années qui viennent. Merci. Et une dernière question avant de conclure. Donc, on sait que je lis la question. Donc, on sait que les électrochimies évoluent et pas forcément dans le bon sens en termes de stabilité. Concernant la sécurité au niveau feu, que ce soit la batterie ou un feu venant de l'extérieur, avez-vous des solutions retardantes, barrière feu, R100, surtout version 2, évoquée sur votre slide page 16? Alors c'est quelque chose qu'on absolument. Alors après alors nous on travaille en effet. Oui, la réponse est oui. Voilà, c'est une réponse courte. La réponse est oui parce que on est en fait, il se trouve que on est très proche en fait des experts dans le domaine, je veux dire, de l'incendie, de la gestion de l'incendie, donc du SDIS, donc service de sécurité du SDIS 86, qui est au niveau national et international le centre de référence pour la sécurité feu et le comportement au feu des batteries de tout type, à commencer par les batteries mobiles. Ils se trouvent à quelques centaines de mètres de chez nous. Donc on fait beaucoup de tests avec eux, on discute beaucoup avec eux, et en effet on est très sensibilisé à ces sujets et ils nous sensibilisent aussi, les pompiers, je veux dire, ils sont très très sensibles. Comment est-ce que j'interviens, je veux dire, quand il y a un incident et un départ de feu en fait sur un véhicule. Voilà, donc c'est des solutions en fait, qu'on examine et qu'on est en mesure de mettre en œuvre. Après, il y a des contraintes, on va dire, techniques de mise en œuvre. Il faut tenir compte du cahier des charges qu'on a. Il y a des contraintes éventuellement économiques, mais c'est vraiment des choses qu'on regarde de près, tout à fait. Après, on pourrait dire plein de choses sur la sécurité, la manière de gérer ce côté un petit peu multicouche, de gérer la sécurité. Mais voilà, c'est un autre débat. Mais la réponse est oui. Merci beaucoup. Je pense qu'on arrive au bout de l'heure qui était prévue. Eric, est-ce que tu veux nous faire une synthèse? Je vois que tu affiches le Slido. Oui, voilà, pour conclure, un petit sondage pour savoir comment vous évaluez la qualité du webinaire qui vous a été proposé. Vous pouvez voter et nous indiquer votre taux de satisfaction sur les réponses qu'on a pu vous apporter. Le replay de ce webinaire sera diffusé sur le site du pôle et vous sera envoyé par email ainsi que la présentation qui a été proposée aujourd'hui. Et écoutez, si vous voulez poursuivre les échanges sur vos projets batterie avec Easily, c'est avec plaisir qu'ils recevront vos questions, vos appels et vos échanges. Et donc, du coup, merci beaucoup pour votre participation. Dès début de semaine prochaine,
on vous envoie tout le contenu avec les coordonnées d'Easily si vous souhaitez les recontacter. Merci beaucoup Jean-Philippe, merci beaucoup François, merci Geoffroy et merci à tous les participants. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et un très bon week-end. Merci beaucoup et merci à vous pour l'organisation de ce webinaire. Et puis en effet, comme vous l'avez dit, à votre participation. On est à votre disposition évidemment pour continuer la discussion. Si vous avez des questions que vous n'avez pas voulu aborder, vous n'avez pas pu, ou des idées qui vous viennent, n'hésitez pas à nous contacter, on y répondra avec plaisir. Merci beaucoup.